Et donc on va accueillir Emmanuel Vaillant. Je vais aussi... Hop. Et donc on va prolonger un petit peu la table ronde qui a eu lieu dans le grand auditorium sur grandir loin des grandes villes, mais sur un thème qui n'a pas forcément été abordé, qui est sur l'éducation aux médias. Et donc on accueille Emmanuel Vaillant. Alors, je vous donne un micro. Oui, oui. Donc vous êtes journaliste spécialisé sur les questions de jeunesse et d'éducation et directeur de la ZEP. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la zone d'expression prioritaire? Alors la ZEP, c'est un dispositif d'accompagnement des jeunes à l'expression qui part d'un double constat. Les jeunes, alors quand on parle de jeunes, en fait, on s'adresse à un public qui va de 14 à 25 ans. Donc des collégiens, mais aussi beaucoup de lycéens, jeunes en mission locale, jeunes en insertion, jeunes en école de la deuxième chance. L'idée, c'est on a un double constat. C'est d'une part qu'on s'aperçoit que les jeunes sont souvent peu ou mal entendus dans l'espace public, surtout ceux qui s'estiment les moins légitimes à prendre la parole. Et partant de ce postulat, on s'est dit... il y a peut-être quelque chose à faire pour aider les jeunes à se raconter, parce qu'ils ont des choses à nous dire sur les réalités qu'ils vivent, leurs expériences. On cherche non pas à avoir leur point de vue, mais vraiment les réalités qu'ils vivent. Et donc, dans le cadre d'ateliers d'écriture et de création de médias, accompagnés et animés par des journalistes, on les met en situation de se raconter. Donc, ce sont des récits de vie que les jeunes nous font, donc qu'on mène donc sur un cycle d'ateliers de plusieurs séances, où on fait advenir une parole, on fait advenir des récits qui a un double effet. D'une part, ça permet c'est tout l'effet de la libération de la parole, c'est un peu l'effet cathartique de la parole qui se libère et qui permet de mettre à distance une problématique que les jeunes peuvent vivre, une difficulté qu'ils peuvent rencontrer. Et puis c'est aussi faire partager, c'est-à-dire l'idée que leur petite histoire, leur récit très précis, on touche tous les sujets. On parle aussi bien d'école que de vie familiale, que de sexualité, que de mobilité, que de migration. Leur petite histoire, d'une certaine manière, raconte la grande, c'est-à-dire que leurs petites histoires qu'ils vivent et leurs expériences particulières font écho à ce que vivent d'autres jeunes. Et c'est aussi de l'éducation aux médias, au sens où ça permet à ce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'une narration, qu'est-ce que c'est qu'un récit, comment on rentre dans un récit. En fait, c'est un peu le travail d'un journaliste, c'est-à-dire comment on attrape le regard ou l'attention du lecteur, et puis comment on construit un récit en l'argumentant avec du factuel, des choses très factuelles. Et souvent, c'est ça qui importe, c'est-à-dire on leur démontre que ce qui importe, c'est de qualifier les choses, de donner des choses très précises qui permet que ce qu'on pourrait appeler une forme de banalité fait en fait est très intéressante, parce qu'elle raconte des réalités qu'on met à jour et qui, encore une fois, font écho à ce que vivent d'autres jeunes. Donc on a des sujets qui sont ensuite publiés sur notre site. Vous allez y venir, donc il y a un site internet il y a un site, sur lequel on a plusieurs médias partenaires, dont Ouest France d'ici le mois prochain, où chaque mois on mettra en ligne, et sur le papier d'ailleurs, puisque c'est aussi sur la version papier, des récits de ces jeunes qui donc couvrent toutes les thématiques qui les concernent. Oui, alors j'avais une question, parce que je suis allé évidemment sur le site. On trouve effectivement beaucoup de récits. D'un point de vue purement pratique, comment vous faites pour avoir des récits qui sont pas du tout liés uniquement à un territoire, puisqu'il y a des récits qui sont un peu sur beaucoup de régions? Comment vous vous organisez concrètement pour pour toucher des jeunes d'un peu partout? Concrètement, on met en place des ateliers. On a en 2019, on a fait environ 650 ateliers. Donc on est plutôt parti de la région parisienne, mais on se développe beaucoup en Bretagne, notamment sur le territoire de Rennes, de Caen, de Brest et de Dinan, où on est en train de construire un réseau de journalistes qui vont dans les structures avec lesquelles on crée des partenariats, donc des structures jeunesse
très différents. Enfin, aussi bien dans des lycées, des collèges, des missions locales, des écoles de deuxième chance, on va aussi en prison, on va aussi dans des structures d'insertion type espace jeune. On met en place avec ses partenaires un cycle d'ateliers animé par un journaliste. C'est souvent des cycles qui vont se dérouler sur 4 à 10 séances où on a un groupe identifié de jeunes et on va les accompagner à travers toutes sortes de jeux, parce que évidemment on se trouve souvent avec des jeunes qui s'estiment non seulement pas légitimes à prendre la parole, mais en plus ont un rapport à l'écriture un peu distancié, voire un peu agacé, voire un peu énervé, du mode on n'est pas à l'école, et du coup ils ont beaucoup de mauvais souvenirs de l'école, ou en tout cas ils veulent pas retourner dans un cadre scolaire pour écrire, mais on leur démontre à travers toutes sortes de jeux d'écriture qu'il est possible de prendre plaisir à l'écriture, qu'il est possible de s'y amuser, et qu'il est possible de raconter surtout des choses qui sont pertinentes et qui, encore une fois, font écho à d'autres. Alors, est-ce que c'est justement cette barrière par rapport à l'écrit, mais même aussi par rapport au récit, à l'idée qu'on peut être l'auteur d'un récit? Comment est-ce qu'on parvient à franchir les étapes? En fait, le plus difficile, souvent, c'est qu'on leur a jamais demandé de se raconter, en fait. Et ils sont souvent assez surpris d'être dans cette posture-là de « Ah, mon histoire intéresse quelqu'un ». C'est-à-dire que la première réaction qu'on va avoir, par exemple, en lycée, c'est de dire « Bah, moi, je me lève le matin, je me couche le soir, je vais voir mes potes, je vais au lycée ». Ma vie, c'est pas très intéressant. Le fameux ma vie, c'est pas très intéressant. Et en fait, on essaye de tirer un fil à chaque fois et de voir quel angle, dans le terme journalistique, on appelle ça un angle, c'est-à-dire on fait pas un récit de vie du jeune en général, mais on lui demande de raconter une histoire en particulier, et on tire ce fil à travers un questionnement qui un peu relève de la maïeutique, et ce fil tiré fait advenir une histoire et se dit oui, effectivement, c'est une histoire qui m'est arrivée et qui peut être intéresser d'autres jeunes. Et ça, on a toutes sortes d'artifices de jeux, d'exercices, on appelle ça plutôt des jeux, qui permettent de mettre en confiance. La première chose, c'est de mettre en confiance le jeune, parce qu'il nous voit arriver, il dit qu'est-ce qu'il me veut. Donc on le met en confiance sur sa capacité à se raconter et à nous confier une histoire qui parfois, souvent, peut s'avérer douloureuse. Alors, est-ce qu'ils arrivent à témoigner de un peu de leur reconnaissance, en tout cas du plaisir qu'ils ont eu, au-delà de la diffusion, mais simplement... Alors tous ne sont pas publiés, parce qu'on n'arrive pas évidemment à ce que toutes les histoires aient ce qu'on pourrait appeler une pertinence éditoriale. Tous ne racontent pas quelque chose, tous n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, mais on a des retours extrêmement enthousiastes de ces jeunes avec lesquels on travaille, qui encore une fois se disent ouais, effectivement, il est possible de se raconter, il est possible d'écrire un récit qui va cogner avec et faire écho à d'autres, et donc et puis alors il y a aussi évidemment ce que je parlais tout à l'heure, l'effet cathartique de l'écriture, c'est que pour des jeunes qui ont des histoires douloureuses, des histoires de violences subies, de difficultés sociales plus ou moins graves, de conflits familiaux, etc. On met à l'épreuve à chaque fois l'effet et moi qui fais ça depuis quand même déjà quelques années, je suis à chaque fois très surpris de voir l'effet cathartique, c'est-à-dire en quoi le fait d'écrire, de poser des mots sur une situation permet de la mettre à distance, de la partager, et du coup j'ose pas dire s'en guérir, mais en tout cas se soulager un petit peu, le seul fait de mettre des mots sur une situation qu'on a vécue. Alors pour revenir un petit peu plus précisément au thème de l'éducation aux médias, pourquoi finalement ce thème est devenu important? Pourquoi finalement on se dit que maintenant il faut apprendre aux jeunes à... il faut apprendre. Alors, petite importance, parce qu'on dit souvent l'éducation à médias, il faut apprendre à jeunes à éviter les fake news, à mieux s'informer, etc. J'ai une petite réserve là-dessus. Oui, il faut apprendre aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes. Oui. C'est-à-dire que la question de l'éducation aux médias, elle touche tout le monde, y compris les plus âgés. C'est-à-dire que on a souvent tendance à renvoyer
la problématique de l'éducation et des médias vers les plus jeunes, mais les personnes âgées sont aussi concernées par ces difficultés à s'informer, parce que évidemment on est dans un univers que vous connaissez tous, d'une information qui va très vite, d'une information qui est importante et qui n'est pas rattachée à un titre de presse en particulier, mais qui est diffusée sur les réseaux, sur Internet, etc. Et donc du coup on ne sait plus d'où vient la source, comment ça se diffuse, comment ça a été produit. Et c'est important de faire comprendre, là en l'occurrence on travaille avec des jeunes, à comment se fabrique une information, de les faire rentrer dans ce qu'on peut appeler la fabrique de l'information. Et en étant dans ce travail d'écriture de récits très particuliers avec eux sur leur propre histoire, on travaille à leur faire comprendre comment on produit une information et comment on produit un récit. Donc comment on argumente, qu'est-ce que c'est qu'un fait qui est différent d'une opinion, comment on va jusqu'à des choses très, très précises. Par exemple, on a des exercices de description, on va leur demander de décrire un espace en utilisant un sens, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue, bien sûr. On évite le goût, on ne leur fait pas lécher les tables, mais on leur fait travailler sur ça, travailler sur cet espace et décrivez-le moi. Et du coup, on les oblige d'une certaine manière à être dans la description, d'être du chose très très factuelle. Il ne suffit pas de dire que cette estrade elle est belle, mais elle est rouge, en feutrine, avec quelques taches, etc. Donc on est dans le factuel et essayer de comprendre comment cette description, on va essayer de la transmettre à l'autre. C'est tout le travail du journaliste ou même de l'écrivain. Il ne suffit pas de transmettre une émotion, mais transmettre une description qui permet de susciter chez le lecteur une émotion, une interprétation. Alors les ateliers que vous conduisez, comment sont choisis les lieux finalement? Est-ce que ce sont des associations qui sont demandeuses ou des collèges C'est les deux en fait. Soit on est sollicité par des structures qui viennent nous dire venez faire des ateliers avec nous parce que on sent qu'il y a un désir ou une problématique à faire lever. Quelquefois on a des ateliers qui sont aussi thématiques. On peut arriver par exemple en prison, on fait souvent des ateliers où on les fait raconter la prison. Qu'est-ce que c'est? Et moi j'arrive en prison, moi j'ai jamais été en prison, au sens où j'ai jamais été incarcéré. J'ai déjà été visiter une prison, mais en tout cas, j'ai jamais été incarcéré. Donc je leur dis, voilà, je ne sais pas ce que c'est qu'être en prisonnier, qu'être en détenu. Et je dis, racontez-moi le quotidien d'un détenu. Et donc les uns vont me raconter l'hygiène, le rapport au corps. Les autres vont me raconter le parloir. Les autres vont me raconter la cantine, etc. Donc ça, c'est des structures qui nous appellent pour dire, ça c'est intéressant parce que ça permet de les faire sortir des réalités qu'on entend peu ou pas dans l'espace médiatique, mais aussi c'est des structures qui vont nous appeler parce qu'ils veulent, il y a une problématique de harcèlement dans un collège, dans un lycée, ça serait bien qu'on raconte un peu ce qui s'y passe. Donc on leur demande, ils nous demandent d'intervenir et puis on va travailler sur des récits autour du harcèlement. Mais la plupart du temps, c'est quand même très ouvert sur les thématiques. Donc on leur impose pas du tout un sujet, ils partent sur le sujet qu'ils souhaitent. Et voilà. Et donc c'est dans les deux sens. Soit on va vers les structures pour intervenir en leur disant voilà, on aimerait bien travailler avec ce public-là. Récemment, moi, ça m'intéressait de travailler dans le milieu hospitalier. C'est-à-dire, on parle d'hospitalisation de jeunes ou d'enfants en milieu hospitalier. Et je voulais un peu comprendre qu'est-ce que c'est que la réalité de ces jeunes qui vivent qui sont sur des temps longs en hospitalisation et qui nous racontent un peu ces réalités. Il y a eu beaucoup de sujets sur les phénomènes de violence faites aux femmes. Là aussi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des récits un peu argumentés qui aillent au-delà de je suis victime de violence et c'est terrible, mais qui nous racontent concrètement qu'est-ce que c'est, comment on est une violence, comment la violence s'incarne. On a par exemple des récits sur
vous savez, le phénomène désormais et heureusement bien connu du harcèlement de rue que subissent les femmes et les jeunes femmes. Très concrètement, on a des récits d'une jeune femme qui va nous raconter qu'est-ce qu'elle subit comme parole ou comme geste ou comme d'hommes dans leur parcours entre chez elle et leur lycée. Elles vont nous raconter leur parcours dans la ville. Et ça, à notre sens, ça dit beaucoup plus qu'un discours un peu surplombant sur les violences faites aux femmes comme une injonction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois d'aller sur de la description. Ce qui se passe concrètement, Ouais. comment ça se... Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui. Oui. Alors, attendez 2 secondes. Je voulais savoir, donc du coup, sur cette masse collectée, j'imagine qu'il y a des choses qui vont rester privées, d'autres qui vont être publiées, mais est-ce que c'est un support d'étude? Est-ce que voilà, ça peut avoir valeur de témoignage? Qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Alors, tout n'est pas publié. On en publie beaucoup sur des supports très différents. Donc, en ligne, on fait maintenant des livres. On a plusieurs partenaires médias. Donc Le Monde, Libération, Combini, Phosphore, le Huffington Post. Et en fait, on en tire, comment dire, un espèce de panorama de la diversité des vécus des jeunes sur des thématiques. Là, on s'intéresse en ce moment pas mal à la question des jeunes en milieu rural. Ça nous donne à entendre la très grande diversité des vécus des jeunes sur le milieu rural, les uns vivant les difficultés de mobilité, les autres vivant les difficultés d'orientation dans un espace où ils ont l'impression de ne pas avoir de choix de formation. Voilà, donc à chaque fois on a fait aussi des récits sur des parcours de migration. Là, c'est plutôt avec des jeunes qui sont des primo-arrivants ou des jeunes migrants, des jeunes. Là, on a des situations très diverses. On a aussi des jeunes, comment on appelle ça, des mineurs isolés, donc des jeunes qui vivent, qui sont arrivés en France récemment, mineurs isolés. Là, on s'est intéressé sur savoir qu'est-ce que concrètement, comment on fait pour vivre dans la rue quand on a moins de 18 ans et là on a des récits très précis sur comment je recharge mon téléphone portable, par exemple, comment je garde mes affaires, comment je me repose, comment je me nourris. Donc on essaie d'être assez micro sur des thématiques, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, une autre question. Attendez, madame. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai assisté à la conférence ce matin là, à partir de 9h30, 10h. Donc, en effet, vous parliez aussi de la ruralité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où sont les psychologues, où sont les éducateurs qui doivent redonner espoir donc, aux enfants, libérer la parole. Ça, c'est magnifique. En prison, je suis visiteuse de prison, dans les écoles, un peu partout. Mais que fait-on ? Vous, est-ce que le résultat et les livres que vous faites à partir du vécu de ces personnes qui sont la grande majorité du temps en souffrance, quelle solution on leur apporte? Est-ce que c'est anonyme, ces écrits? Et est-ce qu'ils souhaitent aller plus loin? Parce que vous révélez des problèmes, mais ce qui est intéressant, les problèmes, bien sûr que c'est important, mais c'est surtout les solutions qui sont importantes. Que faites-vous de toute cette base de données qui est la vôtre? Alors, on est, comment dire, on sait où, on essaye de garder notre place, qui est notre place de journaliste, c'est-à-dire et d'accompagnant des jeunes. On fait émerger des sujets, des thématiques, des récits qui sont parfois très forts, des récits par exemple, je vous donne l'exemple des récits de violences subies, de jeunes femmes qui vont nous raconter des violences qu'ils ont subies, des viols, etc. De ça, on vérifie à chaque fois que les personnes sont prises en charge.
on n'est pas des psychologues, nous ne sommes pas des éducateurs, nous ne sommes pas des assistants sociaux. Ensuite, on guide les personnes vers, s'ils ne sont pas déjà pris en charge par ce... Mais on n'est pas omniscient et on aurait tort de le faire d'ailleurs, d'aller au-delà de ce qu'on fait. Nous, ce qu'on sait faire, c'est faire émerger cette parole. Ensuite, ça a un effet sur la personne. Ça a un effet parfois extrêmement émouvant. On a des jeunes qui se mettent à pleurer parce qu'ils racontent un récit parfois pour la première fois. Et donc ça a un effet, mais on n'est pas psychologue, donc du coup, ensuite on les oriente vers les professionnels s'ils n'ont pas été déjà orientés. Voilà ce que je peux vous répondre. C'est-à-dire voilà, on ne peut pas aller plus après. Voilà. C'est un outil, ça ne résout pas. C'est un autre métier. Après, je vois très bien, par exemple, la question des migrants, qui est une question très lourde. Ça ne s'improvise pas d'aider un migrant en situation avec des problématiques de logement, d'argent, de santé, etc. Ça ne s'improvise pas malgré toute la bonne volonté. En fait, ça demande c'est un vrai métier, quoi. Donc on les oriente. On a toutes sortes de contacts. On leur dit il faut aller voir ça, mais on n'agit pas avec eux. Mais on les suit. Est-ce qu'il y a une différence d'un territoire à l'autre? Je veux dire, parce que la thématique ici, c'est celle des territoires pour cette année. Est-ce que pour cette question de l'éducation aux médias et de l'accès aux médias, est-ce que d'un territoire à l'autre, il y a vraiment des disparités, ou est-ce que la question concerne vraiment tout le monde? Moi, je vois beaucoup de similitudes comme je disais tout à l'heure, entre les quartiers populaires urbains et les zones rurales. C'est-à-dire que je vois beaucoup de similitudes sur les problématiques de mobilité, sur les problématiques d'avenir bouché, sur les problématiques parce que en fait, ce sont des situations sociales qui sont souvent comparables, les problématiques d'emploi, etc. Sur les questions d'éducation aux médias, encore une fois, pour le coup, ça traverse tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que là, on va intervenir aussi parce on travaille beaucoup avec des jeunes, on va dire, défavorisés socialement. Mais pour tout vous dire, la semaine prochaine, on va intervenir à Neuilly-sur-Seine, dans un lycée très très prestigieux de Neuilly-sur-Seine, donc quartier, banlieue ouest parisienne, qui ont des problématiques assez lourdes d'ailleurs. De jeunes un peu laissés par leurs parents, des problématiques avec beaucoup d'argent, mais des problématiques psychologiques assez lourdes, et qui nous demandaient d'intervenir pour faire émerger de ces récits. Donc et les problématiques d'éducation média, ça traverse tous les milieux sociaux, quoi. Je trouve pas qu'il y a... Oui, c'est pas un territoire au sens géographique du terme. Oui, je pense que les questions sociales sont évidemment dans les territoires. Se doublent les problématiques de territoire et les problématiques sociales, mais c'est d'abord des problématiques sociales qui sont prégnantes, quoi. Très bien. Une dernière question. Pour les émotions, je préfère utiliser les poèmes, puisque c'est ce qui permet de mieux libérer à la fois son émotion et de la comprendre, sachant qu'effectivement, il ne faut pas tout publier dans ces cas-là, effectivement. Moi, je préfère, en fait, j'ai vu que Mediapart, ils étaient un peu les initiateurs au niveau rennais, ils ont utilisé les analyses semblant neutres permettant de continuer. Mais quand j'ai discuté avec les élèves, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, ça. Donc, il suffisait d'expliquer ça aux élèves, ils savaient comment faire. Et alors sinon, oui. Moi, je sais que l'avenir, c'est les immeubles champs, parce qu'effectivement, au niveau scientifique, si vous ne comprenez pas la nature, vous ne comprenez pas la science. Hein. Voilà, donc déjà... Votre question, parce qu'on doit... Soyez un peu plus concret et rapide sur la question. J'ai l'impression de l'être. En fait, en ville, il y a une notion d'improvisation très nécessaire. Il n'y a pas du tout besoin de formation en ville. Il faut vraiment savoir improviser en ville. Voilà. En la campagne, effectivement, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup moins d'infrastructures. Bien. Un commentaire? Non, pas vraiment. Non, Est-ce qu'il y a une dernière question? Bien, on va s'arrêter et on va... Merci beaucoup pour cette intervention.